Bon après-midi et bienvenue à cette deuxième demi-journée de conférence. Nous sommes donc à la table ronde Santé de la Terre, santé humaine. Je suis Fiorenza Gracci, journaliste au magazine d'actualité scientifique Epsilon. Et j'ai le plaisir d'inviter Jérôme Gaillardet, qui va commencer par la première présentation. Donc, Jérôme Gaillardet, vous êtes professeur à l'Institut de physique du globe de Paris, membre de l'Institut universitaire de France. Vous êtes géochimiste et vous coordonnez le réseau OSCAR des observations des zones critiques. Vous êtes membre également du Centre des politiques de la Terre liant l'IPGP, l'Université Paris-Cité et Sciences Po. Et vous avez reçu la médaille d'argent du CNRS en 2018. C'est à vous. Merci. Merci à tous d'être là. Donc le titre de cet après-midi, la première session, c'est Santé des hommes, des humains, santé de la Terre. Et aujourd'hui, je voudrais vous montrer un outil particulier qui peut nous permettre d'aborder cette question de la santé de la Terre. Mais si vous permettez, dans une première diapositive, je voudrais essayer de commencer la réflexion qui sans doute va nourrir le débat de cet après-midi. Qu'est-ce que veut dire la santé de la Terre? C'est une métaphore de toute évidence. Est-elle utile? Donc je me suis replongé dans ce qu'on pourrait être une définition de la santé, mais peut-être qu'elle ne fait pas l'unanimité. Un état physiologique normal de l'organisme d'un être vivant, en particulier d'un être humain, qui fonctionne harmonieusement, régulièrement, dont aucune fonction vitale n'est atteinte, indépendamment d'anomalies ou d'infirmités dont le sujet peut être affecté. Alors évidemment, quand on essaye d'appliquer cette métaphore à la Terre, tout de suite, on se dit que la Terre n'est pas un être vivant. Un être vivant, en particulier, ça se reproduit, on n'a qu'une planète, c'est bien un de nos problèmes d'ailleurs. Cela dit, dans l'histoire des sciences, plusieurs tentatives se sont produites où la Terre est assimilée à un être vivant. Donc j'ai mis uniquement 3 exemples ici. Mais on pourrait remonter aux Grecs, avec l'idée du microcosme et du macrocosme. Bien entendu, James Lovelock, qui publie dans les années 70 « La Terre est un être vivant », c'est la théorie Gaïa. Plus récemment de nous, sur laquelle je vais revenir, plus récemment de nous, cette notion développée par le Stockholm Resilience Center, qui est cette notion de limite planétaire, l'idée que nous ne devons pas franchir dans un certain nombre de domaines, ici ils en identifient 9, des seuils critiques, au-delà desquels la santé, entre guillemets, non pas de la Terre, mais des relations, l'habitabilité des humains sur la planète est mise en danger. Et puis une 3e diapositive qui est complètement à droite, que je tire de Vanni Aloisi, qui va bientôt publier, j'espère, cet article magnifique qui s'appelle « Quand l'océan futur sera équivalent à une crise d'asthme », où Giovanni développe la métaphore directe entre l'océan et les échanges de CO2 et d'oxygène dans l'océan et l'échange d'oxygène et de CO2 dans le corps humain. Bref, l'histoire des sciences est ponctuée d'une série de métaphores sur la santé de la Terre et la santé des humains. Et la théorie de James Lovelock, sur laquelle on peut revenir rapidement, dit que malgré énormément de changements, de crises, de changements évolutifs, mais aussi de crises qui se sont produits dans l'histoire longue de notre planète, 4,5 milliards d'années, finalement, les conditions se sont plutôt bien maintenues pour que la vie puisse prospérer et se développer. Donc la Terre n'est pas un être vivant, mais la vie, ou toutes les espèces vivantes, ont une espèce de capacité à modifier l'environnement qu'ils ont reçu de telle sorte à ce qu'ils puissent s'y maintenir. Nous sommes entrés dans une nouvelle période de l'histoire de la Terre dans laquelle les humains sont devenus une force géologique. Ici, 2 diapositives, s'il en est besoin, pour vous rappeler que nos actions sur la planète sont équivalentes à une action géologique. À gauche, la courbe de l'augmentation du gaz carbonique dans l'atmosphère, dont la vitesse n'a pas d'équivalent connu dans l'histoire géologique aujourd'hui. Et puis à gauche, un schéma que j'aime beaucoup, qui montre qu'en 2020, la masse des infrastructures, c'est-à-dire des choses que nous construisons, nos routes, nos maisons, les briques, l'asphalte, les agrégats, les plastiques, le ciment, cette masse a dépassé
la biomasse, c'est-à-dire la masse de l'ensemble des êtres vivants sur la Terre, alors que l'espèce humaine elle-même ne représente quasiment rien du tout. Donc on revient toujours, on tourne autour toujours de cette histoire de la santé du système Terre, mise à mal par nos activités industrielles en particulier, un peu trop pressées. Voilà, ça c'est le contexte. Je pense qu'on aura besoin de ces éléments de contexte pour revenir sur notre débat. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de ces outils qui sont utilisés par les sciences de la Terre pour capturer l'état de santé du système Terre, pour ce que j'ai appelé un stéthoscope, hein, vous me pardonnerez l'autre métaphore, qui est que nous disposons d'un certain nombre d'éléments chimiques qui possèdent des isotopes. Donc, rappel très rapide, qu'est-ce que c'est que des isotopes? Un élément chimique, c'est une famille, en fait, de plusieurs atomes qui n'ont pas la même masse. Donc, deux isotopes diffèrent par leur nombre de nucléides, c'est-à-dire des particules élémentaires qui forment le noyau. Et vous allez voir, je vais prendre un certain nombre d'exemples au cours de mon exposé d'utilisation des rapports isotopiques, c'est-à-dire l'abondance relative d'un des isotopes d'une famille, par exemple le carbone, par rapport aux autres. Et ces isotopes, nous les utilisons comme des cartes d'identité. Dis-moi quel est ton rapport isotopique, je te dirai d'où tu viens, pour le faire simple. Une autre particularité des isotopes que je vous montrerai à la fin de ces exposés, c'est que certains sont radioactifs et nous permettent d'accéder à des temps, ce qui est très important pour comprendre les temporalités du système Terre. Ces isotopes nécessitent des mesures complexes. Peser l'abondance relative d'un isotope par rapport à l'autre, c'est compliqué. Les isotopes sont connus depuis très longtemps, et d'ailleurs c'est assez émouvant d'être ici au Jardin des Plantes, où Becquerel a découvert la radioactivité en 1896. Mais la mesure très précise, aux précisions dont on a besoin pour tracer les cycles terrestres, cette technologie-là est tout à fait récente, et vous avez ici quelques images des spectromètres de masse qui peuplent le 5e étage de l'IPG en particulier. Donc j'ai décidé de prendre une série d'exemples de l'utilisation des isotopes pour comprendre les cycles biogéochimiques, la santé de la Terre, dans les termes où je les ai définis. Et le premier exemple que je voudrais prendre, c'est quand la simple mesure d'un rapport isotopique, ici le carbone, me donne une idée de l'état d'intégrité, de santé d'un cycle. Et ici, c'est le cycle du carbone. Et à l'échelle des temps géologiques, c'est ce que ces figures ici essayent de vous rappeler, ce qui fixe la quantité de gaz carbonique dans l'atmosphère, c'est le dégazage volcanique d'une part, qui apporte le gaz carbonique à l'atmosphère, la séquestration de carbone dans les calcaires, et la séquestration de carbone sous forme de matière organique fossile, une matière qui échappe à la reminéralisation rapide, qui est signalée ici sur ce schéma, et qui est séquestrée pour des millions, voire des milliards d'années. Et ce qui est joli, entre guillemets, c'est que chacun de ces réservoirs, le carbone organique, le carbone des calcaires, le carbone de l'atmosphère, le carbone volcanique, possède des rapports isotopiques qui sont différents. Donc ce n'est pas les mêmes carbones. Et grâce à une équation de bilan de masse qui est très simple, hein, la seule équation de mon exposé, qui est figurée ici, je suis capable de dire, en mesurant la composition isotopique à un moment donné dans l'atmosphère, combien de ce carbone a été séquestré sous forme de matière organique dans les sédiments fossiles et combien a été séquestré dans les calcaires. C'est un bilan de masse complètement global, mais qui me donne une idée, au premier ordre, de l'équilibre entre ces deux formes de séquestration. Le carbone, j'ai oublié de le dire, possède de plusieurs isotopes, et ici, ce qu'on utilise, c'est le rapport du carbone 13C sur le rapport 12C. Et ce qui est également tout à fait intéressant, c'est le diagramme ici que vous avez à votre gauche, c'est quand on regarde au cours de l'histoire des temps géologiques la composition isotopique de ces réservoirs, calcaire, matière organique fossile, à quelques excursions près, et malgré l'évolution des espèces vivantes, hein, bien sûr, hein, nous sommes aujourd'hui des mammifères très évolués, mais nous sommes très très loin de représenter les formes essentielles de vie sur la planète. Malgré cette longue évolution de la vie au cours des temps géologiques, ces deux réservoirs ont plus ou moins gardé des compositions isotopiques constantes. C'est ce que certains appellent l'homéostasie planétaire, donc encore une métaphore, une analogie de la santé avec la santé de la Terre. Et puis à votre droite, ici, bien sûr, l'augmentation du gaz carbonique dans l'atmosphère, et là aussi, la mesure des rapports isotopiques du CO2 dans l'atmosphère
depuis ici 1750, dont des mesures indirectes, montrent que la composition isotopique de l'atmosphère change. Donc nous avons rompu cet équilibre et nous voyons l'apport de carbone appauvri dans l'isotope lourd. Ce carbone, sa source, c'était évidemment la combustion des matières organiques fossiles. Donc nous sommes dans l'Anthropocène et nous voyons la composition isotopique de l'atmosphère changer par les actions des humains. Voilà, et tout de suite, il est assez simple, une fois qu'on a expliqué comment un rapport isotopique mesuré dans un compartiment donné représente l'état du système tout entier, la comparaison avec l'organisme humain est assez facile. Donc je tire cette diapositive des travaux de Frédéric Moignet ici à l'IPG, qui a utilisé cette fois le zinc et le cuivre, qui possèdent plusieurs isotopes, et je ne rentre pas dans les détails, mais dont les rapports isotopiques sont différents, mesurés ici dans le cortex cérébral, entre des patients sains et des patients atteints de la maladie d'Alzheimer. Et la raison est exactement la même, les grands principes sont exactement les mêmes que ceux que j'ai énoncés tout à l'heure sur le carbone. Ici, c'est la cystéine et l'histidine, qui sont deux peptides qui complexent le zinc, mais qui, lorsque le patient est atteint de la maladie d'Alzheimer, ne sont plus dans les mêmes abondances relatives. Et ça a des conséquences immédiatement visibles sur la composition isotopique du sang, mais aussi des principaux réservoirs. Donc c'est un outil qui peut être utilisé également pour la médecine. Les isotopes, bien sûr, sont des très bons traceurs de l'activité des humains, donc finalement des très bons traceurs de l'Anthropocène. Je voudrais vous montrer deux exemples rapidement ici. La composition isotopique du zinc, qui a été mesurée dans le cadre de la thèse de Zhu Binchen ici à l'IPG il y a quelques années, varie en fonction du débit dans la Seine. Donc les points verts que vous avez, c'est la concentration en zinc dissous dans la Seine, et en rouge, vous avez la composition isotopique. Donc ce n'est pas toujours le même zinc qui est transporté sous les ponts de Paris, suivant qu'on est en basse eau ou en haute eau. Sa composition isotopique est différente, ce qui veut dire il a un routage qui est différent, ses sources sont différentes, les mécanismes qui éventuellement l'affectent ne sont pas les mêmes. Et en l'occurrence, nous avons réussi à montrer que en période de basse eau en particulier, c'est essentiellement du zinc qui est lessivé des toits de Paris, ce qui ne vous surprendra pas étant donné l'abondance du zinc dans les toits de Paris. Ce qui est peut-être un peu triste dans l'affaire, c'est que ce métal qui va devenir un métal rare et cher est un métal que nous ne savons pas recycler, puisque ce zinc traverse complètement la centrale d'Acher, où sont retraitées toutes les eaux parisiennes. Un autre exemple, c'est l'utilisation des isotopes du plomb. Je tiens cette diapositive de Catherine Chauvel, qui fait partie des co-auteurs de cet article. Donc le plomb a plusieurs isotopes qu'on sait parfaitement bien mesurer. Il y a eu énormément de développement ici à l'IPG sur les isotopes du plomb dans le passé. Et ici, on a été capable de suivre le plomb émis par l'incendie de Notre-Dame, mesuré dans des miels parisiens. Il existe des ruches à Paris, il existe des abeilles qui butinent les fleurs dans Paris, et ces abeilles accumulent sous forme de traces, bien entendu, du plomb, dont la composition isotopique, je ne vais absolument pas vous embêter avec ce diagramme isotopique ici un peu compliqué, mais dont la composition isotopique indique sans aucune hésitation qu'il s'agit du plomb de l'incendie de Notre-Dame, le plomb étant un élément volatile. On peut également, c'est un exemple que je tiens de Céline Dessert, qui travaille dans l'Observatoire de Guadeloupe, l'Observatoire de l'eau et de l'érosion en Guadeloupe, qui utilise ici les isotopes du strontium et du néodyme. Le néodyme est une terre rare, donc tous les deux sont des éléments très rares, donc les concentrations sont difficiles à mesurer, les rapports isotopiques c'est encore pire. Mais ce que vous avez ici sur votre gauche, c'est un profil de sol. Donc on a pris une tarière, on a collecté une colonne de sol et on a mesuré le rapport isotopique du strontium. Et contre toute attente, le rapport isotopique du strontium des sols de Guadeloupe n'est pas le rapport isotopique des laves qui sont en dessous de ce sol, ce qu'on aurait pu attendre. On a besoin d'invoquer un apport extérieur de strontium, et c'est confirmé par les isotopes du néodyme sur le diagramme ici qui provient de la thèse de Xu Yang il y a quelques années ici à l'IPG. On a besoin d'invoquer un apport par l'atmosphère, et cet apport, ce sont les poussières sahariennes. On a besoin d'une signature saharienne isotopique qui est détectée dans
les sols de Guadeloupe. Et c'est une bonne opportunité pour les écosystèmes de Guadeloupe, car dans le nord de la Guadeloupe, de Basse-Terre, les écosystèmes sont des vieux écosystèmes et le phosphore qui est nécessaire à leur croissance est essentiellement apporté par ces poussières, par cette manne saharienne, pour ainsi dire. Et Céline me disait hier dans un mail qu'il existe des médecins qui travaillent en particulier sur ces fameux épisodes de brume, qui sont des épisodes de grande intensité de dépôt de poussière saharienne sur les Antilles et qui deviennent un problème de santé publique. L'air est pollué, entre guillemets, par des poussières amazoniennes lorsque ces épisodes se produisent, et la santé des humains en est affectée. Un autre exemple exactement dans la même lignée est un exemple que je tire d'un papier récent que nous avons publié avec l'équipe de Besançon. La tourbière de Frasnes, dans le Jura, est un des observatoires de la zone critique du réseau OSCAR. Et contre toute attente, nous sommes dans un massif calcaire, des eaux normalement alcalines. On y trouve parmi les plus belles tourbières françaises, avec une très belle biodiversité. Comment est-ce que dans un massif calcaire, des eaux acides, puisque ce sont des eaux acides qui peuplent les tourbières, peuvent exister? Nous l'avons montré. Nous avons montré grâce aux isotopes du strontium que nous avons été capables de reconstituer les trajets de l'eau, ce qui est représenté ici sur ce diagramme géologique à votre gauche. L'eau vient de très loin, en fait, mais elle n'est pas connectée avec la lame d'eau qui reste très superficielle, qui est à la surface de la tourbière. Vous avez ici, sur votre droite, un diagramme isotopique utilisant ici aussi les isotopes du strontium et qui montre très bien que malgré cela, dans la tourbière, ce n'est pas de l'eau de pluie dont la signature isotopique est tout à fait bien identifiée, mais que dans la tourbière, il y a des circulations d'eau un peu plus profondes qui viennent d'assez loin d'ailleurs. C'est un grand classique des massifs karstiques et d'ailleurs, à ce titre, il y a un cas célèbre de la ville de Besançon qui a été contaminée, l'ensemble des habitants de la ville de Besançon contaminés au siècle dernier par des cas de méningite et parce qu'ils buvaient l'eau de la source de Besançon, dont les sources viennent du plateau du Haut-Doubs, bien loin, qui avait été contaminé. Donc reconstituer les chemins de l'eau, c'est aussi un problème de santé. Et puis comme je vous le disais, les isotopes sont aussi des traceurs du temps. Et ici, une étude que nous avons conduite avec Bob Hilton de l'université de Oxford il y a quelques années, où nous utilisons la propriété du carbone 14 à décroître et en à peu près 50 000 ans, dans tout végétal ou dans tout animal, le carbone 14 disparaît, il décroît. Et ce que montre ce diagramme, je ne vais pas du tout rentrer dans les détails, c'est la composition isotopique en carbone 14 de la matière organique qui est transportée par le fleuve Mackenzie, un des plus grands fleuves du nord canadien et qui se jette dans l'Arctique, un fleuve qui change beaucoup. Et nous avons réussi à montrer que la matière organique qui est transportée par ce fleuve n'est absolument pas contemporaine. Ce sont des particules d'êtres vivants, de la biosphère, mais elle n'est pas moderne. Son âge moyen est de 5800 ans, ce qui dit quelque chose que nous commençons maintenant à comprendre et à modéliser, c'est que même dans les fleuves aujourd'hui sont transportées des particules organiques. Du carbone est séquestré, mais qui n'est pas du carbone moderne, qui peut éventuellement avoir une histoire longue, et ça ouvre des perspectives sur la dynamique de ce carbone organique et donc la régulation de la quantité de CO2 de l'atmosphère par l'export de carbone aux océans. Ce n'est pas simple, c'est compliqué, il faut tenir compte des temporalités. C'était exactement une des conclusions de la discussion de ce matin. Et enfin, je vais terminer par cet exemple, qui est un exemple très prometteur, à mon avis, d'une étude que nous avons réalisée dans un lac, qui est le lac Iseo, dans les Alpes. Les lacs offrent des archives absolument uniques pour reconstituer l'évolution des écosystèmes à l'échelle d'un territoire. Et ici, nous avons utilisé les isotopes du strontium et du néodyme dans une carotte lacustre, qui nous permet, c'est le diagramme sur la gauche, de reconstituer la contribution des différentes zones du bassin versant ou des rivières qui alimentent le lac d'Iseo. Donc pour le faire simple, on avait de la chance, il y avait une région des granites, une région des collines plutôt sédimentaires et une région des schistes métamorphiques. Elles ont toutes ces trois régions des signatures isotopiques et on a été capable de reconstituer en fonction du temps quelle était l'érosion préférentielle de chacune de ces zones et de le relier à l'utilisation du sol par les humains. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important, qui va faire l'étude d'une ERC qui a été acceptée il y a 2 ans par Mathieu Délinger, un ancien de l'IPG,
et qui va appliquer des traceurs isotopiques en les couplant en particulier à d'autres traceurs. Un traceur qui se développe énormément, c'est l'ADN environnemental, qui permet de reconstituer les liens justement entre l'activité des humains, leur culture, leur type d'élevage et l'évolution du système Terre. Il y a, à mon sens, beaucoup à faire sur comprendre le message des lacs. Voilà, donc je vais terminer par deux concepts que j'ai trouvés dans la littérature, mais qui probablement vont alimenter la discussion. One Health, une seule santé, et Planetary Health. Et ce diagramme que j'ai absolument piqué sur Internet, qui sont deux concepts qui ont été développés dans le domaine de la santé. One Health repose sur un principe simple, selon lequel, je lis, la protection de la santé de l'homme passe par celle de l'animal et de leur interaction avec l'environnement. Et Planetary Health, le lien entre la santé des humains et l'intégrité des écosystèmes. Le changement climatique, le lien avec les limites planétaires. Donc là, on a affaire à ce que j'aime appeler des concepts frontières. Frontières qui sont des domaines où l'interdisciplinarité peut se créer, où les discussions peuvent se nouer et où se croisent santé de la Terre et santé des humains. J'aime beaucoup cette citation de Père Fugeli, qui est un médecin. Le patient Terre est malade. Les perturbations environnementales mondiales peuvent avoir de graves conséquences pour la santé humaine. Il est temps que les médecins proposent un diagnostic sur l'état du monde et conseillent une prise en charge. On pourrait carrément retourner la phrase en disant qu'il est temps que les géologues proposent un diagnostic sur la santé des humains et conseillent une prise en charge. Voilà, et pour terminer, deux recommandations, et ça, pour ouvrir la discussion de tout à l'heure, je pense. Travailler aux interfaces, c'est toujours très compliqué, et en particulier, échanger des bases de données est absolument nécessaire. On l'a bien vu ce matin, en particulier sur la problématique du risque tellurique. La question que je pose, c'est avons-nous les bases de données permettant d'aborder le lien entre la santé des humains et l'intégrité de ces cycles biogéochimiques qui régulent le système Terre? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, je pense que c'est plutôt une recommandation. Je pense que nous aurions intérêt à partir d'exemples extrêmement précis, situés, dans lesquels les conditions géologiques, hydrologiques, écologiques sont parfaitement connues. Donc plutôt de descendre en singularité, travailler à l'échelle locale plutôt que de travailler à une échelle globale qui finalement masque beaucoup des processus qui sont en cause. Voilà, et je vous remercie. Merci. On enchaîne avec la santé humaine. On était un peu plus sur la santé de notre chère Terre. Bonjour, Rémi Slama, vous êtes directeur de recherche à l'INSERM, vous dirigez l'Institut thématique de santé publique, vous animez l'équipe de recherche épidémiologie environnementale de l'INSERM et de l'Université de Grenoble, et vous avez été titulaire l'an passé de la chaire annuelle de santé publique au Collège de France. C'est à vous. Merci beaucoup. Je suis très honoré et heureux d'être avec vous aujourd'hui pour célébrer le 100e anniversaire de l'Institut de physique du Globe de Paris et donc discuter des liens entre environnement et santé dans la continuité de beaucoup des thèmes abordés à l'instant par Jérôme Gaillardet, qui a notamment fait allusion à plusieurs thématiques sur lesquelles je reviendrai, et notamment celle des effets du plomb et des polluants atmosphériques sur notre santé. Alors, même si j'ai peu de temps pour aborder un sujet extrêmement vaste, étant avec des personnes qui travaillent sur le temps long, et puis étant donné qu'on se trouve aussi aujourd'hui hébergé par le Muséum national d'histoire naturelle, je voudrais commencer par me placer dans le temps long et à l'échelle de l'évolution des espèces. Si on se place à cette échelle, il est clair qu'il y a un lien majeur entre notre environnement et notre santé, puisque d'une certaine façon, et c'est Darwin qui nous l'a appris, c'est l'environnement qui façonne les espèces par la sélection naturelle. Et donc,
notre environnement, la faune, la flore qui est à notre disposition, le climat, les virus, les bactéries qui nous entourent, ont fait évoluer les espèces qui nous ont précédés jusqu'à Homo sapiens. Et comme le disait Birkeland, l'hérédité n'est rien d'autre que la somme des environnements passés, et on retrouve dans notre ADN d'ailleurs des segments d'ADN, de virus ou de bactéries avec lesquels les espèces qui nous ont précédés ont pu être en contact. Donc voilà, sur le temps long, il y a un lien extrêmement clair entre le bien-être, la santé, les espèces et l'environnement. Par ailleurs, à l'échelle depuis l'apparition de notre espèce sur la Terre, on sait aussi que nous avons eu et nous sommes l'espèce qui a eu le plus d'influence sur notre environnement, modifiant cet environnement, émettant un certain nombre de substances dans les différents compartiments environnementaux, perturbant le cycle du carbone, de l'azote et de nombreux autres cycles, et modifiant aussi notre mode de vie de façon profonde en termes d'activité physique, consommation de tabac, comportement alimentaire. Et la question que je voudrais aborder brièvement est celle du lien entre toutes ces modifications et notre santé, cette fois-ci sur le temps court, à l'échelle de la vie ou de quelques générations d'humains. Alors, cet anthropocène que je ferai débuter avec la révolution industrielle correspond à une période qui a connu une modification absolument spectaculaire concernant l'espèce humaine, au moins dans les pays du Nord, probablement unique, qui est l'évolution de l'espérance de vie, passée d'environ 25 ans au milieu du XVIIIe siècle à 83 ans aujourd'hui en France, un triplement en 250 ans, qui est absolument colossal et qui s'explique par ce qu'on peut appeler la transition épidémiologique, qui consiste en un contrôle progressif et partiel des maladies infectieuses par les vaccins, les antibiotiques notamment, et les progrès de l'hygiène, et l'apparition du règne parmi les causes principales de décès des maladies chroniques, telles que maladies cardiovasculaires, cancers, maladies neurodégénératives, qui surviennent à un âge plus tardif quand elles entraînent des décès que les maladies infectieuses, d'où l'augmentation de l'espérance de vie. Donc on est sorti dans cette période précédant l'Anthropocène de l'ère qu'on a pu appeler l'ère de la famine et des pestilences, qui étaient les principaux déterminants de notre santé, pour arriver dans une nouvelle ère. Dans le passé, l'influence de l'environnement sur la santé était absolument manifeste. Maintenant, est-ce que la question est aussi simple quand on est dans cet environnement profondément modifié de l'Anthropocène, avec des outils pour contrôler de nombreux agents infectieux, et à une époque où les principales causes de décès sont, même au moment de l'épidémie de Covid, ces maladies chroniques. Alors, je vais aborder certains des facteurs, on va dire, typiques ou emblématiques de l'Anthropocène et brosser un tableau complètement schématique de ce en quoi cet Anthropocène a consisté du point de vue de cet environnement chimique notamment, avec très schématiquement des émissions accrues de certains métaux comme le plomb, de certains sous-produits de combustion qui ont toujours été là, tels que les particules en suspension ou les oxydes de soufre. Et puis à partir du milieu du XXe siècle, ce qu'on a appelé la grande accélération, le développement de l'industrie chimique, avec d'abord plutôt des polluants organiques persistants comme DDT ou PCB, les pyralènes. Ces pesticides, notamment organochlorés, ont été remplacés, ce qui ne veut pas dire qu'ils ne sont plus là, bien sûr, par d'autres familles de pesticides comme les organophosphorés ou les néonicotinoïdes. L'essor des matières plastiques peut être rappelé avec quelques molécules emblématiques comme le bisphénol A, qui est le monomère à partir duquel on fait le polycarbonate, ou bien d'additifs des matières plastiques, comme les phtalates, qui peuvent notamment servir à assouplir certains plastiques. Bien sûr, dans la même période, ça a été évoqué, les niveaux de gaz à effet de serre tels que le CO2 ont
profondément, les émissions ont été profondément accrues. Et on estime aujourd'hui, chiffre qui est très approximatif, qu'il y aurait 100 000 molécules commercialisées dans un continent comme l'Europe, molécules qui sont aujourd'hui essentiellement des molécules peu persistantes, après qu'on ait progressivement interdit la commercialisation de la plupart des molécules persistantes, à l'exception notable des perfluorés, mais qui sont actuellement au niveau de Bruxelles sur la sellette. Alors, un premier élément pour aborder l'effet possible de ces substances sur la santé est un petit peu indirect et il s'appuie sur le concept d'héritabilité qui est complexe, mais qui recouvre la part dans la variabilité du risque de maladie dans les populations qui est due à ce qu'on hérite de nos parents et donc au polymorphisme génétique transmis par les parents. Ces études, elles consistent dans des approches familiales à comparer la co-occurrence de certaines pathologies entre des jumeaux homozygotes qui ont exactement les mêmes polymorphismes génétiques, des jumeaux hétérozygotes ou des frères et sœurs, et puis des personnes plus éloignées qui ne partagent que 50%, 25% ou moins de leurs gènes et de leur polymorphisme génétique. Ces études, très rapidement, elles nous rappellent que oui, pour un certain nombre de traits, il y a un fort déterminisme génétique, le diabète de type 1, les troubles du spectre autistique. Pour beaucoup de maladies chroniques qui contribuent très fortement au fardeau de maladies telles que surpoids, taux de cholestérol, diabète de type 2, l'héritabilité est plutôt proche de 50%. Et pour d'autres maladies, dont pas mal de cancers, on est plutôt en dessous de 30%. C'est l'estimation pour le cancer du sein, le premier cancer en Europe aujourd'hui. Et cette héritabilité est encore plus faible, bien sûr, pour le cancer du poumon, qui a un très très fort, bien sûr, déterminisme environnemental. Donc tout ça, ça ne nous dit pas quels facteurs environnementaux influencent la santé, mais ça laisse en négatif de la place pour une contribution des facteurs non génétiques, donc l'environnement au sens le plus large, incluant le style de vie, dans la variabilité du risque de maladie. Et je voudrais maintenant aborder certains des effets de certaines de ces molécules emblématiques de l'Anthropocène et des modifications de l'Anthropocène, telles que les particules fines, le plomb et le changement climatique, sur lequel je conclurai. Alors pour commencer par le plomb, qui a été évoqué précédemment, c'est ce que j'ai tendance à considérer comme étant le plus ancien ennemi de la santé humaine. Un métal qu'on a utilisé depuis toujours du fait de son faible point de fusion, de sa malléabilité, aussi dans l'extraction de son utilité dans l'extraction de l'or et de l'argent, avec des usages extrêmement variés sous diverses formes, telles que les canalisations, les cosmétiques, les peintures, les armes, même des insecticides à base d'arséniate de plomb, et bien sûr aussi dans l'essence sous une forme organique de plomb tétraéthyle. Et cette utilisation du plomb dans l'essence est probablement un des plus grands drames sanitaires de l'Anthropocène, d'autant plus dramatique qu'il est complètement évitable. Il a son origine il y a un petit peu plus d'un siècle, à un moment où General Motors se demande comment elle va pouvoir contrer Ford, qui domine le marché de l'automobile avec la très ingénieuse Ford Model T. Et General Motors lance des ingénieurs sur la problématique de l'amélioration du fonctionnement des moteurs, le phénomène de combustion dans les moteurs, et ils identifient très rapidement deux molécules prometteuses. La première, qui est très efficace, c'est l'éthanol, et la deuxième, c'est le plomb tétraéthyle. Et le choix qui est fait se porte sur le plomb tétraéthyle, qui est pourtant moins efficace et qui en plus encrasse les moteurs, pour la bonne et simple, enfin la très mauvaise et simple raison qu'il est possible de le breveter alors qu'il est impossible de breveter l'éthanol, qui est l'alcool courant. Donc, choix dramatique, malgré les alertes des médecins et des spécialistes de santé publique qui rappellent différents drames liés à l'usage du plomb dans l'histoire, sur lequel Vitruve, déjà au temps des Romains, alertait et nous recommandait de ne pas l'utiliser dans les canalisations.
vous voyez que ce problème a duré extrêmement longtemps. C'est probablement lié au fait que l'ensemble de la recherche en santé publique et en toxicologie, sur le plan en tout cas, était complètement dominé par les industries à l'origine de cette pollution. Et le début de la fin, entre guillemets, ce qui a permis de faire une brèche dans la chape de plomb sur les connaissances sanitaires du plomb, c'est un outsider et quelqu'un qui vient de votre milieu, un géophysicien, Claire Patterson, qui s'intéressait à un problème qui n'avait pas grand-chose à voir avec les effets sanitaires du plomb, qui était la datation de l'âge de la Terre. Je crois qu'il l'a fait vieillir d'un bon milliard d'années. Il s'appuyait sur une méthode de datation qui s'intéresse au rapport entre uranium et plomb dans le zircon. Je ne sais pas si c'est les isotopes ou globalement les atomes d'uranium et de plomb. Et ces travaux étaient perturbés par cette contamination générique, une contamination générale par le plomb, dont l'industrie du plomb tétraéthyle indiquait qu'elle était complètement naturelle et qu'elle était là tout le temps. Ce à quoi il ne croyait pas. Et il allait chercher des squelettes d'Indiens péruviens, démontrant un niveau de contamination par le plomb des Indiens péruviens, vous voyez, il y a plus de 3500 ans avant notre ère, et dont les niveaux de contamination par le plomb étaient plus de 100 fois inférieurs à ce qui était observé chez l'Américain moyen dans les années 70-80, ce qui a fait tomber le dogme que cette contamination par le plomb était naturelle et a ouvert la voie à d'autres travaux qui ont considéré cette fois-ci directement la question de la santé. Un premier exemple ici, c'est cette étude qui met en relation à l'échelle géographique et temporelle les niveaux moyens de plomb dosés dans l'organisme avec le taux de retard mental dans les tests qui sont faits avant d'entrer à l'équivalent du collège aux États-Unis. Il y a une forte corrélation statistique. Chez nous, c'est ce qu'on appelle en épidémiologie une étude écologique qui correspond au niveau de preuve le plus faible parce qu'on n'a pas de données individuelles qui sont derrière, ce sont des données agrégées à l'échelle locale qui ne permet pas de contrôler les facteurs de confusion. Et en épidémiologie, on est souvent dans une approche observationnelle, ce qui ne veut pas dire qu'on ne contrôle pas les biais, mais qu'on les contrôle simplement d'une façon statistique. Là, ce n'est pas possible. Toutefois, ces travaux ont été complétés par des travaux, cette fois-ci avec des données individuelles dans lesquelles on mesure simultanément la contamination par le plomb chez les enfants, au moment de la naissance ou un petit peu plus tard, et leur santé. Ici, vous avez un exemple de la relation dose-réponse qui en est sortie, avec donc en abscisse la contamination par le plomb au niveau individuel et en ordonnée le quotient intellectuel. Là, on est dans une cohorte qui permet un contrôle des facteurs de confusion qui peuvent influencer le développement de l'enfant et son quotient intellectuel. Ça, c'est une étude observationnelle. Chez l'animal, on a des données cohérentes avec une augmentation de l'apprentissage chez les rats dans un test de labyrinthe dans lequel ils se nagent dans une eau trouble sur laquelle il y a une plateforme, et le délai d'apprentissage du chemin vers la plateforme est ralenti dans le cas d'une exposition contrôlée au plomb. Tout ceci s'explique à une échelle plus fine par le fait que le plomb va perturber les phénomènes d'apprentissage. Et c'est tous les concepts de voies d'effets adverses, les adverse outcome pathways, qui sont un sujet d'intense recherche en toxicologie. Et cette perturbation par le plomb des mécanismes de l'apprentissage s'explique par le fait que le plomb va dans l'organisme se substituer au calcium, enfin l'ion Pb2+, va se substituer à l'ion calcium, qui est un messager secondaire essentiel dans le système nerveux. Cette substitution de Ca2+, du calcium par l'ion Pb2+, s'explique par le fait que les deux ions ont la même charge, ils ont le même diamètre, ce qui permet au plomb donc de se faire passer pour du calcium et de perturber l'homéostasie du calcium, avec une différence qui est que, contrairement au Ca2+, qui est incapable de créer une liaison covalente, bien entendu, Pb2+ a des électrons dans les couches inférieures qui permettent de créer des liaisons covalentes avec le système nerveux, là où le calcium ne faisait que passer, perturbant donc ces phénomènes d'apprentissage et d'une manière générale le système nerveux dans son ensemble. Donc là, on a un exemple d'une perturbation de l'homéostasie
d'un ion essentiel pour la vie, qui est l'ion calcium, par l'ion plomb. Et ces travaux montrent en quelque sorte l'exemple d'une théorie en santé environnementale qui est pour moi une situation où on arrive à avoir une certaine cohérence aux différentes échelles. Vous voyez ici de l'échelle des populations à l'angstrom une explication assez cohérente des effets adverses du plomb sur le neurodéveloppement. Ce n'est pas le seul effet du plomb, bien sûr, et malheureusement, pour beaucoup de polluants environnementaux, on n'est pas à cet état de cohérence entre les différentes échelles et les différentes approches toxicologiques, épidémiologiques et de biologie moléculaire, tout simplement parce que souvent on n'a pas le recul nécessaire et pas autant de travaux ont été faits qu'on a pu en faire sur le plomb. Tout ceci a entraîné progressivement un contrôle du plomb et une diminution des niveaux considérés comme néfastes sur la santé, en l'occurrence ici aux États-Unis. En fait, cette évolution, elle traduit l'évolution des connaissances et accessoirement, c'est un argument un petit peu indirect qui montre les limites de la gestion du risque sur les contaminants environnementaux par la logique de dose limite, cette dose limite représentant plutôt la frontière des connaissances et une valeur de gestion plutôt qu'un vrai seuil biologique en général en tout cas. Rapidement, les polluants atmosphériques. Jérôme Gaillardet a évoqué l'effet des poussières du Sahara aux Antilles. Depuis les années 30, ici on est dans la Meuse, on a pris conscience des effets des polluants atmosphériques sur la santé. Je parlerai des particules fines qui sont un mélange. Et là encore, concernant un de leurs effets majeurs sur le système cardiovasculaire, on a une cohérence assez forte entre les connaissances, d'une part à l'échelle moléculaire et cellulaire. Les travaux ici nous disent que ces particules fines sont capables de créer du stress oxydatif, de l'inflammation, qui est un phénomène positif, une réaction du système immunitaire positive sur le court terme, mais si elle se transforme en inflammation chronique qui va devenir nocive, des perturbations du système autonome, système nerveux autonome, du métabolisme des lipides, autant de facteurs qui sont essentiels dans la genèse des maladies cardiovasculaires. Au niveau expérimental, l'exposition par ces particules fines est associée à une obstruction et une augmentation des artères et une augmentation de la plaque d'athérome. Et dans des études observationnelles épidémiologiques, on observe aussi une épaisseur de l'intima média chez les gens les plus exposés aux particules fines, pas forcément à des niveaux élevés, bien sûr, au niveau qu'on rencontre à Paris, et une augmentation du risque de maladie et de décès par maladie cardiovasculaire en lien avec le niveau de particules fines, là encore au niveau courant en Europe, après contrôle sur les autres facteurs de risque connus, tabac, sédentarité, de maladies cardiovasculaires. Donc là encore, une certaine cohérence entre les différentes échelles pour expliquer les effets des particules fines en suspension sur les maladies cardiovasculaires. Tout ceci illustre que la recherche en santé environnementale et ses deux piliers, qui sont épidémiologie et toxicologie, permettent d'identifier les dangers liés aux contaminants environnementaux. Elles permettent aussi, en fait, d'aller plus loin et de quantifier ce qu'on appelle l'impact sanitaire qui correspond au nombre de décès ou de cas de pathologie attribuables à une exposition. On peut encore d'ailleurs aller plus loin et faire quelque chose qui est essentiel parce que souvent les décideurs, quand on identifie les dangers d'une substance, reviennent en disant qu'ils admettent le problème mais qu'ils n'ont pas de solution évidente et acceptable. Et je crois qu'un des rôles de la recherche en santé environnementale est aussi d'évaluer, de quantifier, de valider différentes options de gestion face à un problème environnemental identifié. Une illustration rapide avec ce travail qu'on a réalisé dans l'agglomération grenobloise. Dans un premier temps, première étape était de quantifier l'impact sanitaire des particules fines à l'échelle de cette agglomération. Donc là, c'est ce que j'appelais à l'instant les études d'impact sanitaire, qui se font tout simplement en superposant la densité de population à gauche avec un modèle de dispersion atmosphérique qui nous donne les concentrations de particules fines à une échelle très fine pour avoir la distribution de l'exposition de la population. On combine cette distribution de l'exposition avec des relations dose-réponse robustes obtenues dans d'autres populations, ce qui nous permet de prédire qu'environ 150 décès chaque année sont attribuables aux particules fines dans cette agglomération d'un peu moins d'1,5 million d'habitants.
On est allé voir avec ces résultats les décideurs en leur demandant de fixer une cible sanitaire, et ils nous ont indiqué qu'ils souhaiteraient à terme pouvoir diviser par 3 cet impact sanitaire des particules fines. Et là, on a fait un exercice de modélisation inverse qui nous a permis d'identifier le niveau et la baisse des niveaux de particules fines à atteindre et des mesures précises sur les principaux secteurs émetteurs de particules fines pour atteindre cette diminution. Le scénario qui a été retenu consiste à, en gros, éteindre globalement tous les chauffages au bois non performants qui sont la principale source de particules fines à Grenoble et de diviser par 3 les émissions du trafic routier. Et en faisant l'exercice de modélisation dans le bon sens, on a pu prédire qu'on s'attend bien à environ une diminution d'une petite centaine du nombre de décès par an. Et on a pu aussi identifier que dans la mesure où une partie de la diminution du trafic allait se traduire par des reports modaux vers des modes de déplacement actifs comme le vélo à assistance électrique, les transports publics, on pouvait s'attendre à 160 décès évités en plus chaque année, qui sont cette fois-ci puisés dans le réservoir des décès dus à la sédentarité et aux facteurs de risque de maladies cardiovasculaires essentiellement. Donc 250 décès pourraient être évités par an, et nos collègues économistes qui ont collaboré avec nous dans ce projet interdisciplinaire ont permis d'estimer que, en tenant compte des coûts d'infrastructure et des bénéfices, on pouvait avoir 500 € de bénéfices global chaque année du fait de ces interventions. Donc des interventions coût efficaces. Alors voilà, et ça c'est une intervention théorique. Un exemple d'une intervention pratique à Dublin en 1990, quand du jour au lendemain, la houille a été interdite à la vente. Diminution très claire ici en haut des niveaux de particules fines dans l'air et sur la période suivante de la mortalité pour cause cardiovasculaire et respiratoire. C'est une intervention à l'échelle urbaine en quelque sorte. Pour terminer, je voudrais venir sur cette question qui, en tant que chercheur, occupe peut-être certains d'entre vous et en tant que citoyen sûrement la plupart, celle du changement climatique, dont une des manifestations sur la santé est bien sûr ce qui s'explique par la température. Alors, à court terme, on a un lien très clair entre température et mortalité. Ici, c'est un travail qu'on a fait à partir du registre des causes médicales de décès de l'INSERM, qui recueille tous les décès en France depuis 1968. Et vous avez cette relation en U avec une augmentation de la mortalité aux températures chaudes, enfin dès 20-22 degrés, hein, vous voyez, et froides. Alors, il y a aussi des éléments concernant la problématique de l'adaptation, mais sur laquelle je vais pas revenir, avec une stratification de la courbe à différentes périodes. Maintenant, quand on sait ça, qu'est-ce qu'on peut prédire des effets du changement climatique et notamment de ce qui va passer par la modification de la distribution de la température? Alors, le changement climatique, c'est, en gros, c'est une modification de la distribution et plutôt un décalage vers les températures élevées, bien sûr. Donc, il faut ici combiner cette relation dose-réponse à court terme avec les modèles climatiques des physiciens du climat. Et ici, ce travail a été fait sous le scénario d'émissions RCP 8.5, donc en gros, absence de contrôle des émissions de gaz à effet de serre. Vous voyez en bleu une diminution prédite de la mortalité due aux températures les plus froides, qui s'explique logiquement, et une augmentation plus importante de la mortalité due aux températures chaudes, ce qui entraîne globalement, et c'est la courbe en noir, en haut, une augmentation de la mortalité due à la variabilité des températures. Ça, c'est bien sûr qu'un des mécanismes par lesquels le changement climatique peut influencer notre santé. Les incendies, les événements climatiques extrêmes l'influencent aussi. L'augmentation du niveau des mers, les contraintes et les conflits environnementaux pourraient aussi influencer notre santé. Et bien sûr, les altérations de la biodiversité, notamment de la production agricole, la modification de la répartition des allergènes, de maladies à vecteurs, d'agents infectieux. Mécanismes très probables, mais pour lesquels on n'est pas encore au stade de pouvoir avoir une quantification de l'impact aussi précise que je l'ai montré pour la température. Donc là, ce sont les effets attendus du changement climatique sur la santé. Bien sûr, nos sociétés cherchent à s'adapter et les mécanismes d'adaptation, les voies d'adaptation peuvent aussi avoir des influences sur la santé. Si vous souhaitez lutter contre les chaleurs en milieu urbain, ici à Paris, avec des climatiseurs individuels, vous allez rejeter plus d'air chaud dans l'air ambiant, augmenter les phénomènes d'îlots de chaleur urbains. Et si inversement, vous baissez la température en verdissant la ville,
Il y aura probablement moins d'inégalités dans les expositions à la chaleur. Peut-être aussi plus de moustiques qui sont des sources de maladies infectieuses dans certains cas qui pourraient s'installer. La grande question qui est devant nous et pour laquelle une collaboration entre toutes les disciplines me semble absolument nécessaire, c'est celle de l'atténuation du changement climatique. C'est cette courbe extrêmement impressionnante des émissions de gaz à effet de serre et la trajectoire à tenir si on veut respecter les accords de Paris. Nos sociétés s'engagent à essayer de faire en 30 ans le chemin inverse de celui qui a été fait depuis les débuts de l'Anthropocène, en 2 siècles, en sortant de l'addiction aux énergies fossiles, à supposer qu'il n'y ait pas de façon magique de capturer, de stocker tout le carbone présent dans l'atmosphère. Ça va impliquer de toucher de nombreux secteurs, et les secteurs les plus émetteurs sont tous liés à la santé. Le secteur des transports, parce qu'il est lié à notre activité physique, à la pollution atmosphérique. L'agriculture, bien sûr, par notre alimentation. Le résidentiel, par la qualité dans l'air intérieur, les modes de chauffage. Et donc, en même temps que ce changement climatique est une menace pour notre santé, eh bien, les stratégies de lutte contre les changements climatiques peuvent constituer une opportunité colossale à saisir pour lutter contre des grands problèmes de santé publique face auxquels on n'a pas été efficace au cours des dernières décennies. Les déséquilibres alimentaires, la sédentarité, la pollution de l'air notamment. Voilà. Donc ça illustre, je pense, très bien ce concept de lien entre la santé de notre planète et la santé de la biosphère et notamment de l'espèce humaine et ce concept de santé planétaire sur lequel je voulais terminer. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup. Restez avec moi. Voilà, on peut commencer les débats. Avant de prendre les questions du public, je vais peut-être... Approchez-vous peut-être. J'ai une considération, peut-être quelques questions pour lancer les débats. Si on prend cette image de Gaïa qu'on a évoquée, de la Terre comme un organisme sur lequel le géophysicien se penche pour l'ausculter comme un médecin le ferait avec son patient. Finalement, ce qui ressort de vos 2 présentations, c'est quelque chose qui va un peu plus loin. C'est l'idée que le médecin et le géophysicien doivent travailler ensemble pour ausculter la planète Terre en même temps qu'elles auscultent le patient humain. Qu'en pensez-vous ? Est-ce que c'est la frontière qui attend la communauté des chercheurs et quels sont les ponts, les façons de travailler ensemble ? Comment la géophysique et la médecine, l'épidémiologie peuvent s'informer l'une l'autre pour avancer dans ces directions ? Alors, je veux bien commencer. D'abord, pour rappeler que si on regarde le passé, la fantastique amélioration de la santé et de l'espérance de vie que j'ai illustrée, moi j'aime bien rappeler que c'est un petit peu le fruit du travail des médecins, puisqu'à partir des années, on va dire de la Deuxième Guerre mondiale, on a eu des antibiotiques efficaces. La synthèse de l'aspirine, ça doit être 1899. Enfin, en gros, l'essentiel des progrès dans l'espérance de vie, c'est les progrès de l'hygiène. Donc dans nos pays, c'est les égouts, c'est l'amélioration de l'habitat. C'est bien sûr quand même les vaccins, mais beaucoup des vaccins utilisés et efficaces sont des inventions du XXe siècle. Donc, et c'est la chaîne du froid qui est bien sûr essentielle pour se protéger de toute la contamination dans l'alimentation. Et donc, les progrès passés sur la santé sont le fruit d'une... Alors, est-ce que c'est une collaboration ou en tout cas d'un travail parallèle des ingénieurs, des agronomes, des médecins et des biologistes aussi, mais assez tardivement. Alors, est-ce que c'est un travail parallèle ou une vraie collaboration ? Je pense que c'était plutôt des efforts non coordonnés. Mais très clairement, il ne faut surtout pas s'appuyer, et je le dirais aussi si j'étais devant une assemblée de médecins, sur les médecins pour préserver la santé humaine. Toutes les approches de prévention font appel à une amélioration de notre environnement, qui n'est pas forcément le domaine sur lequel les médecins sont les plus compétents et les plus formés, et ils ont absolument besoin de toutes les disciplines. Ce que ça m'inspire, votre question, c'est il n'existe pas en fait de médecin de la Terre. Et c'est probablement quelque chose qu'il faut inventer. C'est-à-dire que
Moi, ce que j'ai essayé de montrer, c'est des outils qui permettent de voir où on en est des grands cycles biogéochimiques qui ont maintenu le système Terre jusque-là dans des conditions compatibles avec la vie. Il faut peut-être aller un petit peu plus loin et du coup, peut-être que nos communautés de quelque chose scientifiques, elles peuvent aller vers un métier qui est plus un métier de voilà, ça va pas, alors il faut le réparer. Sachant que le système Terre a changé et que nous ne reviendrons probablement pas aux conditions d'avant l'Anthropocène, un certain nombre de points de bascule ont été franchis, qu'est-ce qu'on peut garder? Qu'est-ce qu'on a intérêt à conserver? Qu'est-ce qu'on doit peut-être oublier? Voilà. Et tout ce travail-là, il n'est pas fait. Et pour moi, c'est vraiment ça le travail important. Et là, on a besoin de coopération, parce que qu'est-ce qu'on va garder? Je prends un exemple un peu provocateur. Peut-être que les forêts ne servent à rien, parce qu'une forêt, à l'état mature, elle prend autant de CO2 qu'elle n'en rejette. Bon, mais c'est volontairement provocateur. Hein. Et peut-être c'est pas de forêt dont on a besoin, c'est peut-être autre chose qui serait un réservoir plus dynamique, plus nécessaire à la santé des humains. Parce que ce qui compte, c'est quand même la survie de cette espèce sur cette planète que nos activités sont en train sérieusement de malmener. Voilà. Donc je lance une perche qui est prêt à devenir un médecin de la Terre. Oui. À quelle distance vous dites que le travail n'a pas été fait, mais qu'est-ce qu'il faudrait faire pour y parvenir? C'est-à-dire établir des indicateurs comme on prend par exemple la température de la Terre, bon là, d'un individu, savoir s'il y a une inflammation en cours, comme voilà. On le fait sur l'organisme Terre. Donc la première des choses à faire, là je prêche un peu pour ma paroisse, c'est qu'on a besoin d'observer, on a besoin d'infrastructures d'observation, on a vu ce matin, on a besoin de bases de données interrogeables, etc. Mais on a aussi besoin de mieux comprendre le système. Donc j'exagère un tout petit peu, il y a quand même toute une école de l'écologie de la restauration qui dit, attention, là il y avait des marais au 19e siècle, on les a asséchés, c'est pas bien, il faut les remettre en place. Donc moi ce qui me gêne toujours un peu avec la restauration, c'est pourquoi restaurer en fait? Est-ce qu'effectivement on a les preuves qu'en restaurant des écosystèmes, en restaurant l'intégrité de certains écosystèmes, la santé des humains va s'en trouver améliorée? C'est tous ces problèmes qui sont des problèmes compliqués, à la fois pour vous et pour nous, je pense. Alors, moi, je voudrais compléter en insistant sur le fait qu'il y a quand même un vrai flux d'informations quand même entre les disciplines, qui est probablement un petit peu à sens unique, c'est-à-dire que nous, épidémiologistes, spécialistes de la santé et des populations, on est consommateurs d'énormément de choses qui viennent du travail des physiciens, des géophysiciens, des chimistes. Je l'ai illustré très rapidement, mais vous avez vu passer un modèle de dispersion. C'est quelque chose qui était probablement à la frontière des connaissances il y a un siècle ou il y a 50 ans dans vos disciplines, et nous qu'on consomme en tant qu'outil d'ingénierie. J'ai montré le travail de prédiction de l'impact du changement climatique sur la mortalité en Europe. Et ben ça, c'est la connexion entre la relation dose-réponse en U que j'ai indiqué, qui sort de séries temporelles, qui d'ailleurs s'appuie à la fois sur un observatoire humain qu'on a à l'INSERM, qui est le système des causes de décès, et les observatoires que les météorologistes ont mis en place sur la température. En l'occurrence, là encore un modèle météorologique à l'échelle européenne. Donc là, il y a une connexion qui est cachée, en tout cas, je n'ai pas insisté dessus, mais entre un modèle des météorologues, un observatoire sanitaire épidémiologique, qui est, une fois qu'on a cette relation sur le court terme, combiné au modèle climatique que vous développez, en tirant au sort des séries temporelles de ce qu'on peut attendre comme température représentative de l'année 2050, 2080, etc. Donc là, il y a vraiment une connexion entre les modèles qui est faite. Ce n'est pas forcément un dialogue, et c'est un travail qui est plutôt fait avec des épidémiologistes qui vont consommer le modèle, mais on est en train d'aller, je pense, plus dans un dialogue. Nous, par exemple, à l'échelle de Grenoble, on a une vraie collaboration avec nos collègues physiciens qui nous aident à qui travaillent sur la descente d'échelle de ces modèles climatiques pour essayer de prédire finement à quoi peut ressembler la température de Grenoble dans le futur.
y compris si on fait certaines hypothèses de modification de l'albédo, de la présence d'espaces verts en milieu urbain, données qu'on va combiner, nous, avec nos relations dose-réponse pour prédire certains impacts sanitaires. Donc on a des vrais travaux de modélisation avec quand même un dialogue qui commence, qui sont loin de couvrir l'ensemble des thématiques pertinentes, mais qui quand même ressemble à un dialogue interdisciplinaire. Et je n'ai pas mentionné, mais il y a aussi toute la problématique des particules fines qui sont aussi modélisées simultanément avec tout ça pour essayer d'arriver vers quelque chose progressivement qui prend en compte un maximum de choses, donc avec des modèles qui sont des modèles de physique, des modèles sanitaires et épidémiologiques, et puis d'ailleurs une couche sociale, parce qu'on s'intéresse à savoir si ces impacts vont être distribués de façon équilibrée ou déséquilibrée entre les catégories sociales à l'échelle grenobloise. Donc on commence à entrer quand même dans cette ère de dialogue entre les disciplines et les échelles à travers des champs extrêmement différents et éloignés historiquement. Il y a peut-être des réactions du public. On a pas mal parlé. Non, eh bien... Oui. Ah, voilà, par ici. Spécialiste du plomb. Oui, le plomb, c'est intéressant puisque vous l'avez abordé spontanément tous deux. Merci à tous les deux pour vos exposés. C'est extrêmement intéressant. J'avais une question, c'est concernant comment peut être pris en compte l'évolution de la population à l'échelle mondiale, les scénarios d'évolution et la distribution, on veut dire, de cette population entre milieux non urbains et milieux urbains. On a l'impression que l'urbanisation est de plus en plus grande, donc avec une augmentation de ces émissions à l'échelle urbaine et une augmentation de la consommation énergétique, là aussi où il y a différents scénarios. Alors, moi, les éléments que je peux peut-être apporter, ça dépend vraiment de la question qu'on se pose, mais pour revenir sur l'exemple du changement climatique que j'ai évoqué, les modèles de prédiction, pour qu'on puisse interpréter, ça s'est fait à population constante pour que vraiment, oui, mais ça a le mérite de pouvoir dire voilà l'effet du changement climatique en ne prenant pas compte la variation de la population. Parce que si vous vous mettez à faire l'hypothèse ou à prendre en compte le vieillissement de la population, en l'occurrence chez nous, vous allez avoir une mortalité complètement accrue, mais les gens vont avoir envie de faire la part de ce qui est contrôlable, comme le changement climatique, et de ce qui l'est moins, comme le vieillissement. Donc le travail a été fait à population constante. Ce serait absolument pas difficile de le répéter en faisant vieillir la population, et l'impact serait très probablement accru. Et donc c'est pas le paramètre le plus difficile à prendre. Je me place dans la situation de la question des effets du changement climatique. Ce qui est beaucoup plus complexe, c'est les réactions et les phénomènes d'adaptation de la société qui sont pas tranchés, qui sont pas faits de manière si concertée que ça. Et là, la bonne science voudrait qu'on prenne en compte une adaptation probable. Et il y a des travaux très jolis à New York notamment où il y a des données sur la mortalité à travers tout le XXe siècle, avec l'effet de la température qui s'atténue très fortement du fait du système de santé, du fait de la climatisation, de plein de choses. Et donc ça, on peut faire des hypothèses là-dessus, mais on ne sait pas exactement comment nos sociétés vont s'adapter. Ça dépend de l'évolution du niveau de vie, de la richesse de nos sociétés. Et clairement, on est dans l'incertitude pour ces paramètres beaucoup plus compliqués à prendre en compte. Question par là. Merci beaucoup. J'ai deux questions. Une qui est plus un étonnement, mais que j'avais déjà vu dans un article récent de recherche, c'est à quel point le froid tue en fait par rapport à la canicule. On a toujours cet étonnement, et là c'est même 90%, 10%. Et je me demande d'où ça vient. Et j'ai une deuxième question qui est un peu plus compliquée. Peut-être que je vous la poserai après. Enfin, déjà, sur cette première question, comment expliquer le froid? Question cardiovasculaire, non? Alors, il y a d'abord le froid. Enfin, toutes les causes de décès, en gros, sont augmentées à la fois par le chaud et le froid. Et on a cette relation U pour toutes les causes de décès, sauf pour
une ou deux qui sont notamment les suicides qu'on a étudiés, pour lesquels c'est une relation monotone. Donc il n'y a pas d'effet du froid et il y a probablement des mécanismes particuliers ici. Mais pour les effets du froid, il faut bien être conscient que là, ce n'est pas des données explicatives, donc ça peut très bien passer par des maladies infectieuses plus fréquentes en période de froid, par des accidents, des chutes, en plus de tous les effets sur la fonction respiratoire qui est quand même perturbée et très sensible au froid. Donc voilà, donc c'est un ensemble de mécanismes et en fait on n'a pas une explication très, très précise de tout ce qui est derrière, mais c'est tout à fait plausible et complètement robuste. Sachant que l'effet de la chaleur, ce n'est pas uniquement la canicule, est-ce que j'ai vu d'autres études qui disaient que il y avait un peu plus d'agressivité quand il fait chaud, et on l'expérimente tous. Il y a un peu plus de suicide, un peu plus de violence aussi. Il y a des études qui portent là-dessus. Mais ça, c'est peut-être assez marginal par rapport à la mortalité liée à la hausse des températures. Alors, effectivement, d'abord, l'effet du chaud, ce n'est pas du tout l'effet des vagues de chaleur uniquement. Vous avez vu la relation dose-réponse, la pente, ça commence à augmenter un peu doucement, mais dès qu'on s'éloigne de l'optimal, qui est près de 20 degrés, la mortalité augmente à l'échelle populationnelle. Donc, première chose. Pour ce qui est des effets sur l'agressivité et le suicide, on n'a que des hypothèses, mais l'une, elle passe par le fait que le suicide... parmi les facteurs de risque de suicide qui sont nombreux, au niveau physiologique, il y a l'implication notamment de l'axe impliquant la sérotonine, et la sérotonine qui est impliquée dans l'agressivité, à la fois l'agressivité vis-à-vis des autres ou vis-à-vis de soi-même. On peut constater, ce n'est pas de la science, mais que quand il fait très chaud, on est peut-être un tout petit peu plus susceptible, voire irascible que quand il fait 20 degrés. Et il y a des éléments qui suggèrent que cet axe de la sérotonine est perturbé par les températures. Donc c'est une des hypothèses physiopathologiques. Et après, pour ce qui est de la place du suicide, c'est quand même une des premières causes de mortalité chez les jeunes. Donc pouvoir contrôler ou expliquer une de ces causes, même si en nombre de décès, c'est pas énorme. En termes de nombre d'années de vie perdues et de souffrance, c'est quand même un facteur de risque absolument colossal. J'avais une autre... Donc ma deuxième question, qui est un peu plus alambiquée, c'est que en fait, la pollution atmosphérique, elle a eu aussi une vertu climatique, au sens où elle a fait effet de parasol. Et est-ce qu'il n'y a pas un compromis? Alors peut-être qu'il n'y a pas de compromis, parce que c'est vraiment trop difficile de décider de ne pas réduire la pollution mais entre pollution et réchauffement climatique à long terme, et pollution immédiate, ça doit faire 7 millions de morts par an à peu près. Enfin, ça dépend si on compte la pollution intérieure ou extérieure. Enfin, c'est toujours un peu compliqué. C'est l'un des plus grands drames actuels. Est-ce qu'il n'y a pas un petit hiatus, un petit compromis là-dessus? Alors, c'est vrai que les physiciens nous embêtent un petit peu avec ces résultats sur le fait qu'effectivement certains aérosols contribuent à limiter le réchauffement planétaire. Alors, je ne sais pas bien si ce n'est pas différencié quand même selon la nature des particules, leur source. Les particules sulfatées, ouais. En général. Alors, je sais pas on ne sait pas très bien nous si c'est les plus nocives ou pas, et il y a probablement des effets différentiels, mais globalement, toutes les particules, notamment celles issues de la combustion, sont néfastes. Maintenant, vu l'impact colossal des particules fines, je pense qu'il n'y a pas tellement d'hésitation sur le fait que ça a du sens de lutter contre les niveaux. Ça veut effectivement probablement dire que les efforts en termes de réduction de gaz à effet de serre doivent être encore plus importants, et d'où l'importance de modéliser bien sûr de façon conjointe les évolutions de la température et des particules fines si on veut avoir une image globale de l'impact attendu sur la santé. Avant la prochaine question, est-ce qu'on a une idée, Jérôme Gaillardet, de quels seraient, à part la température de la Terre, des indicateurs? Est-ce qu'on a des candidats d'indicateurs de la bonne santé de la Terre? Vous qui regardez les éléments qui refont surface, qui sont charriés par les rivières. Oui, c'est là où les analogies ou les métaphores peuvent être intéressantes. Donc il y a un paramètre facile à mesurer dont j'aurais pu parler, qui est le pH de l'océan, l'acidité de l'océan, qui est un assez bon marqueur d'un ensemble de processus, hein, pas seulement les émissions de CO2 dans l'atmosphère, mais aussi la capacité des écosystèmes à l'absorber, la formation
des coraux, en particulier des calcaires par les coraux. Et quand on regarde l'évolution du pH de l'océan, c'est assez inquiétant, hein. On perd 0,01 unité pH par an. Le pH, c'est une échelle log, donc en concentration, ça fait beaucoup. Et ça, c'est typiquement un des indicateurs globaux, pour le coup, parce que le gaz carbonique est totalement homogène dans l'atmosphère. Et ensuite, à des échelles plus locales. Donc, pourquoi je dis ça? C'est parce que je repense à cette métaphore de Vanny ici sur l'océan, hein, comme un poumon, finalement, enfin, comme un lieu d'échange d'oxygène et de CO2. Donc, un organisme humain ne peut pas tolérer que son pH varie, j'imagine, de quelques 10-2. Ce n'est pas possible, parce que à cause de l'homéostasie du corps humain. L'homéostasie planétaire est plus lâche. On peut se permettre davantage d'écart à une valeur moyenne, hein. Donc là, il y a des choses intéressantes à dire. Et je redis, quel est l'écart qu'on peut se permettre pour ne pas être asphyxié, pour reprendre la métaphore. Et puis ça, c'est des exemples globaux, mais on peut décliner ces exemples à l'échelle locale, ce qui est assez peu fait. Ça peut être, oui, des eaux profondes. On connaît très bien le problème des molécules organiques, des xénobiotiques qu'on a introduits dans l'environnement, hein, les perturbateurs endocriniens, les gènes de l'antibiorésistance. Ça, c'est une bombe à retardement dont on ne connaît pas grand-chose. Et ce qui est intéressant, c'est que quelques études montrent que les gènes d'antibiorésistance sont souvent corrélés à certains métaux, parce que le comportement de certains métaux, en particulier de s'absorber sur des surfaces argileuses ou des molécules organiques, est proche de ces molécules xénobiotiques que l'activité des humains introduit dans l'environnement. Donc oui, des indicateurs, c'est très facile à en trouver. Facile à en trouver. Il faudrait encore faire la synthèse de ceux qui sont... C'est très facile à en trouver. Ouais. Souvent, la question, c'est le monitoring en continu de ces indicateurs. Donc, par exemple, le pH, on sait le faire, c'est assez facile. On a des bouées qui dérivent sur l'océan et maintenant, on dispose de chroniques extrêmement précises de l'évolution du pH. Certaines molécules sont beaucoup plus difficiles à détecter, hein. On parle souvent des pesticides, on a beaucoup parlé du chlordécone aux Antilles. C'est pas évident de mesurer le chlordécone. D'un point de vue analytique, et c'est encore moins évident de savoir quel est son cycle une fois qu'il est pris dans le cycle normal des écosystèmes, dans l'altération, etc. Et surtout quand on connaît, on va prendre la question, l'accumulation de facteurs différents, de substances qui se démultiplient de plus en plus. On sait que le nombre d'additifs dans les plastiques est en train de grimper en flèche depuis surtout la dernière décennie, puisque l'industrie du pétrole cherche de nouveaux débouchés. Donc, prendre en compte l'ensemble de ces perturbations, qui sont aussi autant d'expositions pour la santé humaine, est un autre énorme défi de taille dans le défi. Oui, ce qu'on commence à faire, nous, avec le concept d'exposome, et dans les études actuelles, on quantifie... C'est juste une histoire de coût, hein. Les outils de spectrométrie, de chromatographie gazeuse et autres sont très sensibles, et la contamination malheureusement généralisée. Donc on peut avoir quelques centaines de substances caractérisées simultanément dans nos populations. Le problème est d'avoir les moyens pour faire une étude avec une cohorte, un effectif suffisant pour pouvoir mettre en évidence des effets relativement subtils et décalés dans le temps. Mais en tout cas, du point de vue métrologique, il y a plein d'outils qui permettent d'avoir une caractérisation chez l'humain suffisamment précise pour mettre en évidence des effets sanitaires, même si on n'a pas encore les cohortes de taille suffisante pour arriver à la question de l'effet sanitaire de la façon la plus précise pour l'ensemble de ces substances. Donc c'est plus de données, plus de cohortes, plus de résultats. On veut plus de recherche. Il y a plusieurs manières de gérer les choses. L'autre chose que je voudrais dire, c'est que ce serait illusoire de penser que la bonne façon de gérer le risque, c'est d'attendre qu'on a des connaissances certaines avant de se décider. C'est ce qu'on a fait très longtemps. C'est sur cette base qu'on a attendu 1997 pour interdire l'amiante, qu'on a été lent pour contrôler les rayonnements ionisants ou le benzène ou le plomb, dont on ne s'est toujours pas débarrassé, voilà. Donc, vu le nombre de substances et les moyens de la recherche, il faut aussi des outils pour réagir en situation d'incertitude. C'est
c'est pour ces raisons que le principe de précaution a été mis en avant, qui est dans la Constitution, mais qui est en pratique quand même assez peu utilisé et qui reste un petit peu théorique pour ce qui est des facteurs de risque environnementaux qui influencent la santé, à l'exception des OGM notamment. Un peu sur la cigarette électronique, je pense à cet exemple. Oui, je ne suis pas sûr que ça fasse... Enfin, les cigarettes électroniques émettent des particules fines, on est dans un problème de prévention et pas de précaution. On va prendre votre question. Oui, vous m'entendez. Alors, c'est aussi une question alambiquée qui sera en 2 parties. La première partie, c'est que je m'interroge sur le paradoxe de vouloir maintenir absolument la santé de l'homme alors que c'est sa surpopulation qui détruit la santé de la planète et vice-versa. Donc, je trouve, le paradoxe m'a frappé là en voyant les 2 exposés l'un après de l'autre. Donc, voilà, première partie de la question. Deuxième partie de la question, c'est est-ce que le concept de santé est bien défini ou est-ce qu'il est en train d'évoluer en ce moment? Parce que moi, je vois plein de gens autour de moi qui sont en très bonne santé physique, mais en très mauvaise santé psychique. Et voilà, je crois que ma question s'arrêtera là. C'est plus une ouverture. Tu penses à l'éco-anxiété? Ça, mais oui, plein d'autres choses. La deuxième partie est simple. La santé, c'est absolument pas la santé physique. La santé mentale est une composante reconnue depuis longtemps de la santé. Donc, bien sûr, on n'est pas en bonne santé si notre santé mentale n'est pas bonne. L'autre question, pour moi, je ne suis pas spécialiste de ces questions, mais si l'espèce humaine a un rôle évident dans la 6e extinction et la disparition des mammifères, etc., je ferai une distinction entre l'espèce humaine et la surpopulation. On peut très bien avoir beaucoup de monde qui vit dans un certain écosystème sans forcément faire disparaître toutes les espèces. Alors, pour les grands mammifères, je ne vais pas m'aventurer, mais enfin, la disparition des insectes, des papillons, je pense que même si c'est multifactoriel, il est clair que les insecticides y ont un rôle. On sait nourrir même 8 milliards de personnes sans avoir un recours intensif aux insecticides, et donc probablement sans détruire la population des insectes. Il y a sûrement ici au Muséum d'histoire naturelle d'autres personnes plus qualifiées que moi pour le dire, mais clairement, voilà. Et la deuxième chose, c'est que augmenter la santé, ça ne veut pas dire entraîner la surpopulation. Pour augmenter la santé, il faut souvent accroître le niveau d'éducation, et l'accroissement du niveau d'éducation, en général, s'accompagne d'une diminution de la fécondité à 2, voire moins enfants par couple. Et donc, le jour où on a une population avec un certain niveau de vie bien éduquée et en bonne santé, ce qui va souvent, je parle un petit peu ensemble, on n'est pas dans une population qui est en train d'exploser sur le plan démographique. Ça répond à votre question. Je voulais rebondir sur cette input de l'éco-anxiété. Donc on est une espèce qui vit sur une planète qui ne va pas bien et nous-mêmes, on est stressés, anxieux de son état de santé qui se dégrade, du milieu dans lequel on se trouve. Après, elle est controversée, cette notion d'éco-anxiété. On ne sait pas très bien si ça existe, si c'est vraiment caractérisé, si... Voilà, on peut être anxieux de beaucoup de choses. Est-ce que le contenu de notre anxiété ou la cause de notre anxiété... Voilà, mais on se trouve dans une situation d'anxiété, de surchauffe. C'est intéressant. Donc, il faut un médecin, on ne sait pas où le chercher. Moi, je ne suis pas un expert de l'anxiété. Mais ce que je constate autour de moi, c'est des jeunes chercheurs qui ne sont pas de ma génération, qui me disent, moi, cette année, je ne vais pas au congrès annuel de San Francisco parce que je ne veux pas monter dans un avion et contribuer au réchauffement de la planète. Et c'est même de temps en temps assez gênant, puisque quand on propose d'inviter un collègue qui trouve des choses magnifiques à l'autre bout de la planète, on ne peut plus le faire, puisque ça n'est pas accueilli favorablement par des collègues ou une gouvernance quelconque. C'est ça que j'ai en tête, mais bien sûr l'éco-anxiété c'est beaucoup plus large que ça, mais ce que je constate là, c'est l'enseignant qui parle, c'est que les générations d'étudiants qui arrivent à l'université sont éco-anxieuses, ou alors elles ont décidé que de toute façon c'était trop tard, et que
puisque de toute manière, on va dans le mur, allons-y gaiement. Donc on a des générations, j'ai quelques cheveux blancs, je peux commencer à faire une observation sur l'échelle de ma carrière, on voit très clairement les générations d'étudiants changer. C'est très clair. Ouais, on a commencé en parlant du dialogue entre les disciplines et il est extrêmement complexe et ça prend énormément de temps. Et c'est sûr que ne plus voyager est un frein à la compréhension entre les chercheurs, même si je suis sûr qu'ils vont trouver des moyens de s'entendre même à distance et sans voyager. Moi, je veux insister sur la deuxième étape de ce dialogue qui est entre nous, les scientifiques, et la société. Parce que pour fixer ces limites, pour discuter de la pertinence d'un indicateur ou d'un seuil qui va souvent être plutôt un seuil de gestion à partir duquel on va dire ah bah attention là c'est inacceptable. Je pense que c'est la société qui peut fixer la limite, qui va fixer les valeurs qui ne sont pas dans le champ de la science et pas les scientifiques. Et donc c'est essentiel d'avoir ce dialogue et peut-être qu'une part de l'éco-anxiété sur laquelle je ne vais pas m'étendre et je ne suis pas non plus un spécialiste, il est clair que l'incertitude qui est nourrie par un dialogue limité peut-être entre la société et la science, peut-être parce que la société n'a pas non plus le temps de nous entendre, est essentiel. Donc je crois qu'un des enjeux pour nous tous, c'est ce dialogue avec la société à l'époque qui est la nôtre, et dans ces grands choix absolument abyssaux que la société est en train de faire ou va devoir faire à très court terme. Je voudrais ajouter, c'est assez lié à ça, des initiatives qui sont assez intéressantes, et c'est lié à la nécessité de collecter plus de données, de développement de capteurs, en particulier de capteurs low cost, à bas coût, que l'on peut distribuer à des catégories de la société, à des porteurs d'enjeux, des citoyens, des classes, voire pourquoi pas des gens qui prennent des décisions à un certain moment dans la gouvernance. Parce que c'est une manière d'appréhender notre environnement au sens large, de se l'approprier peut-être un peu plus. Il y a même des choses qui sont très avancées, qui incorporent bien sûr des médecins. J'ai en tête des initiatives en Allemagne en particulier, à Munich, en Afrique, où on équipe les populations locales d'un certain nombre de capteurs. Ça peut être diverses choses, hein. Ça peut être, je ne sais pas, le pH d'un sol dans lequel la culture est faite. Et des fréquences, des enquêtes sur les fréquences de maladies chroniques ou autres. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire dans le développement de capteurs nous rendant plus sensibles à la manière dont l'environnement autour de nous change. Je pense que ça, c'est un point d'accroche qui c'est important. Moi, j'avoue que j'étais très sceptique. À Grenoble, il y a plein de gens qui adorent les aspects techno. Ils se distribuent des capteurs de pollution. Et moi, avoir des capteurs et des mesures qui sont faites dans des conditions pas très contrôlées, chez des gens chez qui je ne vais pas avoir le droit de faire le prélèvement de sang, d'urine, les IRM qui nous intéressent, je me dis que c'est un peu de l'argent gâché. Et en fait, je me rends compte que nos études qui sont rigoureuses et qui mettent en évidence des effets sanitaires, des fois, sont moins efficaces qu'effectivement une petite étude de biosurveillance où on va doser les pesticides dans les cheveux de députés européens, de décideurs, d'enfants, qui vont rendre visible cet environnement, je répète ce que vient de dire Jérôme Gaillardet, vont des fois entraîner dans la société plus de réactions qu'une publication dans une revue un petit peu ésotérique avec des relations dose-réponse rigoureuses. Donc effectivement, c'est une manière de rendre palpable cet environnement extrêmement complexe et sûrement essentiel. Oui, j'ai une question peut-être un peu plus profonde que la surface et l'environnement extérieur. On n'a pas beaucoup parlé de l'état de santé du cycle de l'eau. Et je dirais, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour que le cycle de l'eau, y compris l'eau profonde, donc l'eau des nappes phréatiques, ne devienne pas une bombe à retardement qui explosera avec plus de violence encore dans 50 ans? C'est pour moi, j'imagine. Il n'y a pas un cycle de l'eau, hein, bien sûr. Comme tu sais, Philippe, il y en a plusieurs. Et donc, on revient à cette question des échelles. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui me perturbe toujours. On nous dit... Reims, dans 100 ans, c'est Toulouse.
du point de vue de la température moyenne, mais ça ne veut pas dire grand-chose. Et je pense que du point de vue de la santé, c'est quand même très important de savoir comment la température se répartit dans l'année et comment l'ensemble des autres caractéristiques du milieu physique, entre guillemets, vont être changées. Quand on augmente la température, on augmente forcément le cycle hydrologique à un endroit donné. Parce qu'on change les espèces de la végétation n'évapotranspire pas de la même manière, donc on change les pluies locales, etc. Et je pense que c'est exactement ce à quoi Philippe fait allusion. Le cycle de l'eau locale est assez mal connu. Les vitesses d'infiltration dans la zone poreuse qui constitue cette éponge sur laquelle on vit sont assez mal caractérisées. Et comme j'essayais de le montrer avec certains exemples, on connaît assez mal par où passe l'eau. Et donc, éventuellement, on ne sait pas où des voies possibles de contamination peuvent se produire. Donc moi, je pense qu'il faut enrichir les scénarios d'évolution climatique avec des scénarios, effectivement, de comment la ressource en eau, mais je peux l'étendre à la ressource en sol et à la ressource en biomasse, à un endroit donné, risque d'évoluer. Et là, on est vraiment aux frontières de ce qu'on sait faire. Du point de vue scientifique, nous n'avons pas les modèles conceptuels permettant de prédire cela. Ça varie beaucoup en fonction des contextes, géologiques, climatiques, de pente. Et c'est pour ça que je redis que Reims, même avec 3 degrés de plus, ne sera jamais Toulouse. Parce que Reims, c'est Toulouse, c'est Toulouse, du point de vue de la géologie en particulier. Voilà. Moi, c'est probablement pas la réponse que vous attendez, mais pour compléter, je suis complètement d'accord avec vous, sans aller dans les eaux profondes, que l'eau est essentielle. C'est quand même le seul compartiment de l'environnement qui est dans un état de dégradation tel qu'en fait, on a créé 2 réseaux, c'est-à-dire que la plupart des eaux de surface sont impropres à la consommation. Elles sont dans un état aussi de contamination qui font que pour la faune sauvage, elles sont néfastes et que la qualité de nos rivières et les écosystèmes sont extrêmement dégradés, et que voilà, on a un volume dont je ne connais pas l'importance, qui est peut-être de quelques pourcents de cette eau qui est dans un réseau parallèle et qui est propre à la consommation, traité, filtré. Mais si on avait quelque chose d'équivalent pour l'air qu'on respire, ça veut dire qu'on se promènerait en gros avec des bonbonnes d'oxygène sur notre dos avec notre réserve personnelle. Donc la qualité des eaux de surface, d'un point de vue purement de la contamination chimique par les polluants persistants notamment, et en France notamment, tout à fait désastreuse, même s'il y a des contrastes bien sûr, mais c'est très bien suivi au niveau du ministère de la Transition écologique pour ce qui est des polluants organiques persistants et d'autres contaminants. Pour boucler sur les remarques de ce matin sur les temporalités, les temps longs, puisque Gauthier veut être ministre du temps long, on l'a bien compris. Les temps de transfert de l'eau, en particulier vers les eaux profondes, peuvent être très longs, peuvent être de plusieurs années, voire de plusieurs dizaines d'années. Donc, prendre des mesures en surface veut dire que les conséquences ne seront visibles que plusieurs dizaines d'années plus tard. Et donc, c'est des gestions à long terme auxquelles le politique, évidemment, a beaucoup de mal à s'habituer. Est-ce qu'il y a encore une question? Sinon, j'en ai une conclusive, peut-être. Oui. Là. Oui, moi, je voulais réagir. C'est aussi sur une notion de temps, en fait, parce que quand on parle d'éco-anxiété, ce qui trouble beaucoup les jeunes générations, c'est d'avoir aucune idée de c'est quoi la durée des systèmes dans lesquels on vit. Je veux dire. Et c'est très drôle parce qu'on fait des très bonnes projections sur le climat. On ne fait pas du tout de projections qui soient précises et détaillées sur les systèmes dans lesquels nous on vit. Je veux dire, quelle est la durée de nos systèmes d'eau? Quelle est la durée à quelle vitesse il faut adapter l'agriculture? Notre communauté donne très peu de messages là-dessus. Alors, c'est peut-être pas à nous de le faire, on n'est pas des agronomes, mais ceci, je pense que c'est... Et je ne sais pas en fait dans quelle mesure on est capable de le faire. Je veux dire, dans le milieu industriel, les gens étudient les cycles de vie d'une façon assez précise des produits industriels. On parle de recyclage, on parle de choses comme ça. On ne le fait pas du tout pour nos systèmes à nous, pour les systèmes terrestres, les systèmes... Est-ce que ce n'est pas ça un des défis qu'il faut qu'on résolve? Très rapidement, je suis totalement persuadé de ça. Bien sûr, c'est le challenge scientifique. Incorporant toutes ces échelles de temps emboîtées, avec le discours qui va avec. Parce que je pense que
En particulier, nous, spécialistes des sciences de la Terre, qui avons l'habitude de travailler sur des temporalités très variables et en particulier longues, nous n'avons probablement pas été assez bons en termes de communication vis-à-vis de la société pour expliquer que notre planète a ses rythmes et que certains de ces rythmes sont lents. Voilà. Et je pense que là, il y a un vrai discours à travailler. Prendre la mesure et donner des prévisions plus concrètes. Ça rendrait aussi plus concret les problèmes, ça permettrait de mieux s'adapter, de mieux envisager les choses et peut-être de calmer un peu l'éco-anxiété, ou pas, selon. Enfin, l'anxiété, je pense que sans l'anxiété, l'espèce humaine, on ne serait pas là. Hein. Si on n'avait pas un peu tendance à déguerpir dès qu'on entend un bruit dans un buisson, je pense que les grands mammifères auraient eu raison de nous depuis longtemps. Donc c'est la bonne dose d'anxiété à trouver. Elle peut aussi nous sauver. Ce sera peut-être le mot de la fin. Non ? Je suis là. Je voulais juste revenir. Vous avez montré tout à l'heure des courbes de soit l'espérance de vie qui s'était améliorée de façon drastique ou la santé d'une manière générale. J'ai vu les mêmes avec des corrélations très fortes, alors soit sur le PIB, le produit intérieur brut des pays, et d'autres sur la quantité d'énergie consommée par tête. Très grande corrélation. Or, on voit que l'énergie, ça nous pose d'autres problèmes. Alors, est-ce que ça veut dire, d'abord, est-ce que vous confirmez ces relations, cette corrélation entre espérance de vie et énergie consommée? Et dans ce cas-là, comment on fait? Parce qu'aujourd'hui, l'énergie qu'on consomme, enfin, quel est le bilan? Parce que vous avez montré que le réchauffement climatique, ça crée des problèmes, mais si ça augmente la vie, l'espérance de vie, où est-ce qu'on met le curseur? Et est-ce que ça veut dire que si on consomme moins d'énergie, on va vivre moins longtemps? Alors, question compliquée, mais quand même, donc, c'est un lien causal. D'abord, la corrélation n'est pas causalité. Ceci dit, il y a un lien causal, mais qui est extrêmement long. Donc, il y a probablement moyen d'intervenir sur cette chaîne causale, c'est-à-dire sans diminuer la consommation d'énergie sans faire chuter l'espérance de vie. On peut rappeler qu'un des plus grands consommateurs d'énergie, c'est quand même les États-Unis, dont l'espérance de vie, les énergies viennent de tomber, sont 76 ans. 7 ans de moins que chez nous. Ils ont 20 ans d'espérance de vie d'écart entre les populations noires et d'origine asiatique. Et ce sont les plus grands consommateurs d'énergie. Ce sont eux qui ont le système de santé le plus coûteux, ce qui n'est pas synonyme absolument d'efficience. Donc, ce serait long de rentrer dans le détail et il faudrait regarder tout précisément, mais il est clair que pour plein de systèmes, une consommation d'énergie élevée n'est pas forcément synonyme d'une espérance de vie élevée. Il faut savoir dans tout ce qui consomme de l'énergie est absolument essentiel pour la santé. Certains médicaments, qui sont d'ailleurs très consommateurs de gaz à effet de serre, ce qui est problématique, mais on ne va certainement pas s'en débarrasser. Certains biens de consommation courante, mais voilà, dans l'agriculture, c'est pas forcément l'agriculture la plus consommatrice d'énergie qui est la meilleure du point de vue de la santé, parce que la viande, c'est ce qui est le plus cher en énergie par kilo de protéines, et du point de vue de la santé, c'est pas du tout optimal. La viande rouge, et donc il faut regarder système par système. Les déplacements, ils sont importants, sans que se déplacer en jet privé ou même en avion soit vital pour notre santé. Donc la réponse générale me semble être non, même si ce qui est intéressant, ce serait d'avoir des modèles et des options de développement pour les prochaines décennies à proposer aux sociétés pour qu'elles puissent faire le choix de ce à quoi elles sont prêtes à renoncer. 2 degrés de confort dans ma maison, tant de déplacements transatlantiques par an, et ce qui leur semble absolument vital. Bonjour, merci beaucoup pour ces exposés. Juste une dernière question. On a déjà commencé à assister à une explosion de la mise en place de méthodes de production d'énergie décarbonée, et ça veut dire une explosion de l'activité minière. Est-ce qu'on a une idée, est-ce qu'on a fait des modèles de ce que l'exploitation de ces nouvelles ressources dans des nouveaux environnements, de ces nouveaux métaux en fait, implique pour la perturbation des cycles biochimiques
et de finalement de la santé humaine. Ou est-ce que c'est un nouveau saut dans l'inconnu? On savait ce qu'on faisait quand on exploitait les hydrocarbures depuis quelques années. Est-ce que là, est-ce qu'on sait qu'on a une idée de ce qui peut se passer potentiellement? Vaste question, j'imagine, profonde, non? Moi, ce que je peux en dire, c'est qu'il n'y a pas de réponse générale à ta question, mais que si on fait attention localement à exploiter proprement, je pense que toute la question, c'est l'exploitation propre. On peut faire des choses tout à fait respectueuses des cycles biogéochimiques. Et puis, juste pour faire court, je pense que ce que les humains n'ont pas encore appris, et qui est quand même un message qui vient des cycles biogéochimiques terrestres, c'est à recycler. L'exemple que je montrais où le zinc des toits de Paris part à l'océan et va être dilué dans l'océan mondial, c'est une erreur. Et le zinc n'est peut-être pas le pire des éléments parce qu'on fait la même chose avec le phosphore, dont on sait très bien que les ressources sont comptées, sont finies. Donc nous n'allons pas échapper à ce que finalement Gaïa, ça y est, on a prononcé le mot, a fait au cours de son histoire, des recyclés, inventer des boucles de recyclage. C'est la seule manière de durer. Voilà. Donc je pense, pour moi, il n'y a pas de réponse générale à la question que tu poses. Mais Rémi, peut-être. C'était peut-être le mot de la fin. On dépasse. Donc je vous invite à faire une petite pause et plus tard, la troisième et conclusive table ronde. Merci beaucoup, Jérôme Gaërda et Rémi Slama.